voyez quoi comme image en finale? En finale, Paul Biya, l'homme qui a apporté à son pays la démocratie et la prospérité. Le Cameroun ne devrait pas être une terre d'affrontement permanent entre le pouvoir et le peuple après chaque élection présidentielle. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes prêts? Tenez-moi la main. On enlève les énergies négatives là. Je suis avec vous. Et serrez bien fort parce que là tout de suite on va y aller. On va se faire un relais sur la liberté. Qu'est-ce que c'est que la liberté d'ailleurs? Est-ce que là tout de suite quand je vous parle, je suis libre? Est-ce que quand vous regardez cette vidéo, vous qui avez cliqué, qui l'avez partagée, est-ce que vous vous sentez libre? Est-ce que vous avez envie de chanter Bella Ciao? Parce que la liberté, ce mot c'est comme une promesse et une menace à la fois. Dans certaines bouches, il est une prière, dans d'autres un slogan, dans d'autres encore une marchandise. Parfois, elle s'écrit en lettres majuscules dans des discours officiels et elle s'éteint lorsque d'autres encore veulent la porter à voix haute. Et dans cette vidéo qui fonctionne comme un relais, on va suivre ce mot, ses faux amis, ses trahisons, ses éclats, et toujours bien sûr à travers les voix. Parce que dans ce mot si complexe et si immuable qu'est le mot liberté, la voix est souvent le moyen le plus simple, en tout cas d'apparence, de l'exprimer. Nous sommes au Cameroun, pays d'Afrique centrale, qui vient d'élire pour le 8e mandat consécutif son président Paul Biya, ce qui lui permettra de totaliser 50 ans de pouvoir et de finir centenaire à la fin des 7 prochaines années. Mais là, tout de suite, vous et moi, nous sommes en 1984. C'est pour ça que nous avons entendu la voix d'une dame qui chantait Liberté. Cette dame s'appelle Anne-Marie Nzié et c'est peut-être l'une des plus grandes chanteuses africaines de tous les temps. Elle était considérée comme la voix d'or du Cameroun, très connue en France. C'est une des premières chanteuses africaines à avoir des succès. En France, nous sommes dans les années 50, elle chante du jazz, elle mélange ça avec plein d'univers. C'est une des premières femmes noires à faire l'Olympia en 1958. C'est une des premières femmes à monter sur scène avec une guitare. Ça peut paraître bizarre aujourd'hui, mais à l'époque, c'était tout à fait fascinant. Et effectivement, cette femme va avoir une carrière exceptionnelle. Elle va être faite chevalier d'honneur par la France. C'est ça que j'ai amené mon diplôme que Chirac m'a donné quand je chantais à l'Angoulême. Voici ce diplôme. Ordre national de la région d'honneur. Et à la fin des années 70, sa carrière prend un peu de l'eau, c'est-à-dire qu'elle a un peu moins de succès et elle va toutefois réussir à revenir en 1984 précisément avec cet hymne-là. C'est-à-dire que dans les rues de Yaoundé, partout où on passait, on entendait le fameux titre Liberté. Allons, liberté! Dans Liberté, elle célèbre le fait de dire que nous sommes enfin libres, nous sommes décolonisés. C'est un cri du cœur, mais pas simplement pour le Cameroun, c'est un cri du cœur pour les peuples noirs. Le fait de pouvoir enfin décider soi-même de son propre destin. Vous avez lutté et vous avez sauvé l'Afrique. Et elle y va, elle remercie le Seigneur, les ancêtres pour ça. Dieu tout-puissant. C'est pour le remercier que papa, tu nous as fait du bien. Tu as pensé à nous, que nous devons être aussi comme des gens. Voilà pourquoi j'ai composé ça. Tu ne peux pas faire quelque chose si Dieu, tu n'es pas avec lui. Tu ne peux rien faire. Et ce titre-là va totalement relancer sa carrière. Elle va revenir sur le devant de la scène, elle va enchaîner les plateaux télé. 13 médailles, français, les Chinois, partout, j'ai des médailles. Et vous voyez comment je suis avec l'ambassadeur et je chantais. On venait me décorer. Et dans le même temps, puisqu'on est sur Music Feelings, rien n'est fait au hasard, il coïncide avec la consolidation au pouvoir de Paul Biya, parce qu'à l'époque, effectivement, c'est un jeune monsieur qui a été Premier ministre, l'ancien président Ahidjo démissionne, et Paul Biya consolide son pouvoir en 84 après avoir éliminé ses principaux rivaux, et dans les meetings de campagne et dans l'euphorie autour de ce nouveau président, on chante le titre Liberté d'Anne-Marie Nzié. Pourquoi? Parce qu'à ce moment précis, quand on chante Liberté, c'est une nouvelle ère, c'est un espoir, c'est un renouveau, c'est l'envie de croire en de nouvelles choses. C'est en ça que le titre de Anne-Marie Nzié va plus ou moins s'initier petit à petit dans la politique. Les années vont passer et Paul Biya, effectivement, va dérouler aussi son programme politique, l'appliquer. Et plus il va appliquer son programme politique,
plus bizarrement, en fait, d'autres partis d'opposition vont se dire, mais en fait, on se sent un peu étouffé, enfin, on se sent pas bien, on se sent pas à l'aise, comme s'ils étaient dans un costume un peu étriqué, c'est-à-dire que plus la manière d'appliquer son pouvoir de Paul Biya va s'exprimer, moins elle va correspondre au message original de la chanson de Anne-Marie Nzié. C'est pour ça que eux vont se dire qu'on va reprendre la chanson de Anne-Marie Nzié et on va leur envoyer à Paul Biya, c'est-à-dire que dans les meetings, notamment ceux du SDF, qui était le parti d'opposition, ils vont se mettre à reprendre cette même chanson, Liberté. Sauf que, non. Tata Amna, elle est pas contente. Vous êtes sérieux, vous? La liberté, c'est mon fils Paul Biya. Elle va leur dire, elle va demander aux partis d'opposition, mais qu'est-ce qui va pas chez vous, en fait? La liberté, sa chanson était liée pour elle à son fils, selon ses propres mots, Paul Biya. Elle voulait pas que les partis d'opposition reprennent ce concept-là pour autre chose. La liberté, pour elle, était liée d'une certaine façon au pouvoir actuel. Et pourtant, la vie ne va pas être facile pour elle. Plusieurs années après, elle va, comme beaucoup d'artistes d'ailleurs camerounais, commencer à avoir moins de concerts, moins de revenus. Elle va se retrouver dans une sorte de misère. Vous savez, la solidarité était une réalité. Il ne faut pas qu'un jour on lise à Cameroun Tribune ou en Mutation que Jean Bikoko est mort, je ne sais pas quel autre artiste ou Anne-Marie abandonné. On peut créer une association pour avoir permanemment des informations sur ces personnes importante pour l'histoire du Cameroun. C'est d'ailleurs suite à une interview célèbre à la télévision camerounaise où on la voit totalement démunie, que le pouvoir en place refait appel à elle et qu'on va faire une exposition pour elle avec la première dame et le président et que finalement elle va avoir 2 maisons construites pour pouvoir subvenir à ses besoins. Toujours est-il que son concept de la liberté, c'est ça qui est très important, était directement lié à une idée du pouvoir politique. Du coup, on pourrait limite se dire que c'est une sorte de liberté confisquée. Et du coup, nous continuons notre relais autour de la liberté et dans notre recherche éperdue de liberté, on va se rendre compte qu'il y a des hommes qui n'ont pas besoin de crier pour être libres. Et on va parler là d'un homme qui s'appelle Richard Bona, qui est né à Douala. Très jeune, on découvre en vérité que c'est un Cameroonian baby, c'est-à-dire que c'est un petit génie, qui n'a pas toujours les moyens d'exprimer totalement son art au Cameroun. Il fonde un groupe de jazz et très rapidement, il a l'occasion de partir en Europe. Très jeune, il s'installe à Paris, puis à New York et il va devenir assez rapidement une légende du jazz, un des plus grands bassistes sur terre, c'est-à-dire que à New York, tout le monde va vouloir travailler avec lui. Et d'ailleurs, c'est un très bon sujet Music Feeling, ce Richard Bona, parce que il va aussi faire les concerts de plusieurs artistes, Britney Spears et tout. Et il a des anecdotes assez incroyables. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce petit monsieur issu du Cameroun va travailler avec des artistes comme Henri Belafonte, Sadao Watanabe. Il va avoir une victoire de la musique en 2005 en France pour le meilleur album international. Il va être nommé aux Grammy Awards avec Tiki. C'est-à-dire que il va s'imposer en tant que véritable talent du jazz. Bona, c'est l'artiste libre par excellence. C'est-à-dire qu'il te fait des titres country chantés en langue et il ne les fait pas en 2020, en 2025. Il les fait en 2010 avant tout le monde. C'est-à-dire que il a une liberté artistique qu'il exprime par tous ses pores. Et sa musique, c'est justement cette espèce de liberté absolue. C'est-à-dire que le jazz, ce n'est pas une musique forcément que le Camerounais moyen écoute. Ce n'est pas non plus une musique mainstream, mais il réussit à se faire un véritable nom là-dedans et à incarner justement sa liberté. C'est-à-dire que le mélange de rythme, de tradition, de langue, sans rien demander à personne. Moto la moto qu'on est en train d'écouter est une chanson qui sort sur son album de 2001 qui s'appelle Révérence. C'est une de ses plus belles chansons selon moi. J'adore ce titre qui parle de vieillir sans avoir de regrets, de le faire dignement. D'ailleurs, il dit dans la chanson: vieillir n'est pas une cause de la colère ou du regret. Chaque matin où vous vous réveillez est une bénédiction. Préparez-vous à la vieillesse lorsque vous êtes encore jeune. Vous n'aurez rien à regretter plus tard. Il y a toujours ce côté griot dans les titres de Richard Bona. Bona, dont la carrière est synonyme de liberté absolue et qui fait partie d'une génération différente de celle de Anne-Marie Nzié, parce qu'effectivement, il faut bien comprendre, Anne-Marie Nzié réagit comme elle réagit, pas juste parce que c'est une vieille folle, c'est aussi parce qu'elle a connu les colons et qui, en fait, se dit finalement, c'est quand même mieux qu'on ait notre gars là que d'avoir encore un colon, quelqu'un que je connais au moins, voilà, mon fils et tout, que d'avoir ces anciens là qui vont nous priver de notre liberté. Mais Bona, plus le temps passe et plus effectivement les années de pouvoir de Paul Biya s'imprègnent, finit
de façon légitime à avoir un clash dans son propre concept de liberté face au Cameroun. Et ce clash explose en 2016 lors de la crise anglophone. Ouverte il y a près d'un an, la crise anglophone au Cameroun a connu son épisode le plus sanglant dimanche. Selon Amnesty International, ce ne sont pas 4 personnes qui ont été tuées, mais 17 au moins par les forces de sécurité camerounaises dans plusieurs villes des régions anglophones. Le Cameroun est un pays bilingue et notamment il y a une partie qui est plus anglophone, une partie qui est plus francophone, mais les 2 langues officielles du Cameroun sont le français et l'anglais, du fait d'ailleurs de la colonisation. Et en octobre 2016, des avocats dans la partie plus anglophone du Cameroun manifestent à Buea et à Bamenda contre la nomination de juges francophones. Tout part de là parce qu'effectivement, ils estiment que les juges francophones n'ont pas à être nommés sous leur juridiction. Et ils militent aussi contre la non-utilisation du français lors des procès parce que c'est la zone anglophone. La répression du gouvernement va être violente. Des avocats vont être frappés, battus et ça va s'engrainer de petit à petit parce que les enseignants vont les rejoindre, c'est-à-dire que des enseignants anglophones vont militer contre la nomination de professeurs francophones dans les mêmes zones et en fait, le conflit s'est étendu, est devenu tentaculaire et dure aujourd'hui depuis quasiment 10 ans. Ce qui est certain, c'est que c'est à ce moment-là que Richard Bona va prendre la parole à plusieurs reprises pour se mettre à critiquer le gouvernement du Cameroun. Il va demander dans plusieurs vidéos YouTube comment un président peut-il rester au pouvoir plus de 30 ans, nos dirigeants africains transforment les peuples en prisonniers. Il va accuser les Camerounais francophones d'avoir trahi les Camerounais anglophones parce qu'ils ne se seraient pas, selon lui, rebellés suffisamment pour aller soutenir leurs frères. Il va dire que le patriotisme au Cameroun, c'est un bialogue, c'est-à-dire que un jeu de mots avec le nom Bia du président pour dire que le seul moyen de s'exprimer au Cameroun, c'est de parler sa langue à lui. Et à partir de ce moment-là, du fait de ce qu'il incarnait, même s'il n'était pas directement dans sa musique, Richard Bona va devenir la liberté exilée. Depuis, aucun concert de lui n'a été organisé au Cameroun. Léopold Sédar Senghor disait quelque chose d'intéressant. Il disait, le poète, c'est celui qui se nourrit de ses contradictions. Et là, du coup, nous sommes encore une fois à Douala. La ville est capitale économique du Cameroun, ça boue. Et là, il y a un homme qui s'appelle Simon Lokana Aïssi, qui va devenir une sorte de petit héros national. Il chante pour les bars, les gens qui font les mototaxis, parce qu'au Cameroun, on monte sur les motos pour se déplacer. Et, ce sont des moyens de locomotion, surtout à Douala, très populaires. Il chante pour les petites gens. Et on va l'appeler, son nom d'artiste, Longuet Longuet. Et ce monsieur, en fait, va arriver avec une particularité. Tout de suite, dès qu'il va arriver, sa première chanson, il va dire « Je suis votre libérateur ». C'est pour ça qu'il est dans cette vidéo. C'est-à-dire que dès son arrivée, lui, il est le concept de la liberté. Il dit directement « Les gars, je vais vous libérer ». Je suis votre libérateur. Je vais mourir pour vous. En fait, on se dit « Mais il va nous libérer de quoi, en fait ?» Et c'est là donc intervient les premiers tubes de Longuet Longuet avec toujours des maximes de vie. C'est-à-dire que son premier titre s'appelle Ayo Africa et dans cette chanson il regrette justement ce que les Blancs ont fait à l'Afrique, la colonisation. Quand il regarde l'Afrique détruite aujourd'hui, en fait il n'a que des regrets. Il parle de comment ça se passe bien dans d'autres pays, mais il dit chez nous en Afrique c'est la dictature, la chasse au pouvoir. Et il va devenir très populaire avec ces titres-là. C'est-à-dire que peut-être de cette vidéo, c'est l'artiste le plus populaire, le plus à même de toucher les ménagères, les femmes qui vendent au marché, les hommes qui poussent dans la rue. Tous connaissent Longuet Longuet et tous s'identifient à lui. Ils parlent leur langage, ils partagent leur peine. Et finalement, le message de fond des chansons les touche parce que c'est souvent un message critique de la société, mais c'est aussi souvent des messages d'espoir. Sur d'autres chansons comme Privatiser, on l'entend dire, si vous privatisez toutes nos sociétés, qu'allons-nous faire? Il parle des sociétés camerounaises toutes privatisées, la société d'électricité, la Sonel, la société d'eau, la SNEC, la Camra et la société de rail, l'aéroport de Simalène. Il dit, tout a été privatisé, qu'est-ce qui va nous rester? Il insiste en disant quelle est injustice. Si vous privatisez toutes nos sociétés, qu'allons-nous faire? Sous d'autres chansons comme Ne jugez point, il dit tu dis à bas la corruption, pourtant tu es corrompu. Tu dis à bas les corrompus, pourtant tu es corrupteur. Maintenant que je vous ai expliqué, même si je pense que Longuet Longuet ne devrait faire aucune interview parce que ce sont ces interviews qui gâchent absolument tout. Mais maintenant que je vous l'ai expliqué, vous devriez vous dire, oui, il y a quelque chose de très libre chez Longuet Longuet dans ce qu'il exprime. Et alors, le paradoxe et la contradiction et le lien avec Léopold Sédar Senghor, c'est que justement, alors, la carrière de Longuet Longuet a souvent tenu sur un fil. C'est-à-dire qu'en racontant tout ce qu'il racontait,
Ben, en fait, il a touché tout le monde. Mais même les politiciens, même le pouvoir en place, et justement, lui-même a toujours fait très attention à faire des big up à la première dame. On a des vidéos de la première dame en train de danser sur de Longuet Longuet. Ça peut être paradoxal, mais en fait, en vérité, ça l'est. Ça l'est parce que si on voit sur l'étude de ce qu'il dit, les messages très critiques qu'il envoie ne devraient pas tant faire plaisir que ça au pouvoir. C'est pour ça que finalement, dans sa carrière, lui, il a réussi à avoir cette contradiction d'avoir à la fois des chansons très populaires et critiques, voilà, et à la fois une partie de l'État ou alors des officieux avec lui et de chanter pour eux et finalement donc de diluer son message ou alors de faire des chansons plutôt big up à la première dame, aux enfants, pour protéger limite un peu son message. C'est-à-dire que tout est flou. Et ça, pour le coup, tenu assez longtemps comme ça. Beaucoup de hauts et de bas dans sa carrière, notamment une arrestation en France pour une accusation de V. Mais en tout cas, il est resté quand même une icône populaire. C'est-à-dire que, encore une fois, dans les bars, tout le monde connaît les chansons de Longuet Longuet. Il n'y a pas un Camerounais qui a vécu au Cameroun qui peut vous dire qu'il connaît pas qui est Longuet Longuet, ou au moins un de ses tubes. Et c'est pour ça que de la même façon que Richard Bona, à différents moments, oui, la libération devait arriver. Alors, libéré de quoi? C'est la question, parce qu'aujourd'hui, Longuet Longuet, nous sommes en 2025, et lui aussi en exil. Je veux voir mes enfants. Non. Je veux voir mes enfants. Ne pleurez pas, Longuet Longuet. Ne pleurez pas, s'il vous plaît. Longuet Longuet. Suite à une vidéo qui a buzzé en 2024, sur tous les réseaux sociaux camerounais, on a découvert un homme tabassé. Plus jamais, demande à papa pour bien pardon. Et à maman, tu dis, c'est ta famille. C'est eux qui t'ont tout donné. Je demande pardon au couple présidentiel, pardon à papa Pobia, pardon à maman Chantal. C'est une vraie vidéo de torture. Il est assis à même le sol et vêtu uniquement de ses sous-vêtements. Ses pieds sont barricadés sur une chaise et on appuie sur ses tibias. À côté de lui, il y a un homme qui tient une machette et le monsieur frappe la machette sur ses pieds. L'artiste, de son côté, supplie les hommes de cette vidéo-là d'arrêter. Il demande à plusieurs reprises d'arrêter. Ils ne le font pas. Ils le méprisent dans la vidéo. La vidéo va apparaître sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, l'analyse des réactions autour de cette vidéo est intéressante parce qu'il y a une indignation collective, mais il y a aussi des gens qui disent mais mais qu'est-ce qu'il a fait? Peut-être que on découvrira plus tard que ce que Longuet Longuet avait fait, c'était soutenir en 2018 l'autre candidat à la présidentielle qui s'appelait Kamto. Savoir que qui a cette vidéo devait tout changer, pas seulement pour moi, devait libérer tout le Cameroun, libérer tous ceux qui sont victimes d'injustice au Cameroun. La vidéo que vous avez publiée ce mercredi, et qui sont les hommes qui vous ont torturé? J'ai donné mon avis après une élection. J'ai estimé que c'est Maurice Kamto qui avait gagné. Vous parlez de l'élection présidentielle au Cameroun en 2012. C'est son soutien à l'autre candidat à la présidentielle qui en vérité ne devrait pas vous surprendre vu qu'en vérité c'est ça le twist de l'affaire. C'est pas un plot twist, c'est pas c'est que véritablement si on écoutait bien tout ce qu'il racontait, bon, hormis les petits big up par-ci par-là pour pouvoir manger, on va dire ça comme ça, le message de base était très clair. Sauf que, finalement, il a été trop clair. En 2018, la réplique aurait été très dure. La vidéo date de 2019. Ce qui est d'autant plus fou, c'est que il est resté au Cameroun pendant plusieurs années sans en parler avant de pouvoir s'exiler et aujourd'hui donc de pouvoir parler maintenant qu'il n'y est plus. Ce qui paradoxalement donne encore plus de force à son message avec toutes les critiques qu'on peut lui opposer parce que c'est un vrai personnage. On peut l'aimer, ne pas l'aimer pour sa personnalité, mais le parcours de vie et l'état actuel donnent plus de force encore une fois à ce qu'il a initié de la base, à savoir, je suis votre libérateur, je vais mourir pour vous. Et je crois que je suis prêt à mourir, parce que l'égoïsme... Mais Longuet Longuet a envie d'exiler, certes, il espère toujours d'ailleurs retourner dans son pays parce que c'est sa proximité avec le peuple et peut-être sa plus grande joie de vivre, c'est comme ça qu'il a longtemps survécu. Personne qui aime le Cameroun comme moi. Personne. Même le Cameroun comme moi. On m'avait détruit mon pays. Pas comme l'artiste dont on va parler qui s'appelle Lapiro de Banga, qui est un musicien qui a travaillé avec Manu Dibango, très aguerri, qui commence sa carrière dans les années 80 et qui aussi lui prend le parti
d'avoir une vraie proximité avec le peuple. Je le dis comme ça parce que c'est quelqu'un de très intelligent, de très agile, qui a une très bonne oreille musicale, qui choisit de créer un langage. C'est un peu le porte-voix des quartiers. Il va créer ce qu'on appelle le Mboko Talk, c'est-à-dire que il mélange l'anglais, le pidgin, qui est un argot de l'anglais très pratiqué au Cameroun, le français et le douala dans ses chansons. Souvent, c'est de la satire, c'est de l'humour, et à chaque fois, effectivement, lui aussi, comme Longuet, passe un peu entre les mailles du filet sans y passer. C'est-à-dire que lui, il vient, il te dit ce qu'il a à te dire, mais il te dit pas ça de façon trop frontale au début. En 85, il a une chanson qui s'appelle Pas d'argent, no love, où il décrit un Cameroun fatigué de la misère. En 1984, il a une autre chanson qui s'appelle Surface de réparation, où il fustige les dirigeants qui jouent avec le peuple comme un ballon. En 93, il sort une chanson qui s'appelle No Make Error, où il appelle les jeunes à ouvrir les yeux. Ces chansons sont des gestes clairs de désobéissance, sous couvert de rire et de rigolade. Il y a une critique assez verte du pouvoir en place au Cameroun. Et pourtant, c'est en 2008 que la période de Banga va définitivement entrer dans l'histoire. C'est-à-dire qu'en 2007, fin 2007, le gouvernement camerounais décide de modifier la constitution de 96. Cette constitution est la raison et officielle pour laquelle aujourd'hui Paul Biya a été réélu. C'est-à-dire que la constitution de 96 maintenait le fait qu'on ne pouvait avoir que 2 mandats de 7 ans consécutifs. En 2007, Paul Biya a 76 ans, et quand il décide de réviser cette constitution, il y a beaucoup de gens qui se disent non mais en fait c'est bon, il va pas survivre, et c'est un mini phénomène politique. Il n'y a pas énormément d'opposition contre ça. La Piro de Banga va être l'une des personnes qui va s'opposer à ça, estimant qu'effectivement, le fait de modifier la constitution permettant à Paul Biya donc de se représenter à vie, parce que c'est ce qui était en train d'être fait, était une aberration. Pourquoi? Parce que, à ce moment précis, l'article 6, alinéa 2, prévoyait aussi de mettre en place une décentralisation du pouvoir politique au Cameroun et une constitution du Sénat. Or, ces 2 autres points n'avaient pas été abordés. Pourquoi revenir sur cet alinéa-là, juste pour modifier simplement la possibilité de se représenter à vie? Et c'est ça que, dans un élan d'humour et de liberté ostracisée, il va appeler la constitution constipée. Début février 2008, il y a une révolte dans les rues de Douala, encore une fois. Beaucoup de jeunes sont dans les rues contre la vie chère. Ces jeunes qui sont dans les rues contre la vie chère vont aussi, en protestant, en manifestant, parfois même en cassant, revendiquer et chanter la chanson de la période de Banga qui, selon les autorités camerounaises, était directement liée à cette révolte populaire. C'est ce qu'ils vont décider quand ils vont l'arrêter en mai 2008 et qu'il va écoper de 3 ans de prison. Je dis que je suis une victime de la mauvaise justice au Cameroun. Et pour cela, j'ai besoin des gens, j'ai besoin des plateaux comme ceci, j'ai besoin du réseau de Maître Alice Com pour démontrer que cela n'arrive plus jamais. Ce moment est très important pour comprendre ce qui se passe actuellement. Parce que la Piro de Banga, qui est un artiste et qui sort de prison, va se retrouver d'ailleurs très esseulé. C'est-à-dire que les partis d'opposition ne le soutiennent pas parce que l'opposition s'est totalement déchirée, aussi bizarre que ça puisse vous paraître, sur cette question-là. D'ailleurs, fait très important, Maurice Kamto, qui était le principal opposant de Paul Biya depuis plusieurs années, était son ministre délégué à la justice au moment où la révision de la Constitution s'inscrit en 2008. De l'autre côté, les révoltes de la population ont entraîné une centaine de morts. La Piro a été exilé. Il a d'ailleurs parcouru le monde, Paris, fait des conférences à Oslo, en répétant à chaque fois que le Cameroun était en danger et qu'il fallait absolument intervenir. Le Cameroun est, de mon point de vue, un mont volcanique en ébullition dont l'éruption sera incontrôlable si rien n'est fait d'ici là. Pour cela, je me dois de dénoncer de toutes mes forces la manière dont le pouvoir en place au Cameroun depuis 1982 foule au sol les droits les plus élémentaires des populations. Étant moi-même une victime de ce système, je suis ici en tant que l'ambassadeur des millions de sans-voix de mon pays. C'est-à-dire qu'il a pris notre relais de liberté comme un pèlerin comme ça, et il s'est dit, vu que je ne peux plus exprimer ce que je pense être un danger qui arrive sur le territoire, il faut que j'aille ailleurs. Et il est allé ailleurs, et il a parlé, jusqu'à ce que le souffle de vie le quitte, parce qu'en 2014, aux États-Unis, il finit par s'éteindre, emportant avec lui, une fois encore, une autre version
peut-être la plus profonde et la plus visionnaire au vu de ce qui se passe actuellement, de la liberté. Alors là, tout de suite, pour que vous compreniez un peu mieux cette analyse, on va parler un peu du Cameroun. Alors, il se trouve que je connais un peu bien le pays, vu que je suis camerounais. Alors, je déteste parler du Cameroun parce qu'ils vont m'attaquer, ils vont m'insulter, et que beaucoup d'entre eux me prennent pour un idiot qui parle de Brandy et de Usher, et que j'aime beaucoup ce statut-là. Il se trouve malgré tout que je suis journaliste de formation, vous le savez, et que du coup, je pense que je connais assez bien mon pays d'origine. Plusieurs choses caractériseraient les Camerounais comme dans plusieurs autres pays. Mais, par exemple, il y a un récit national dans chaque nation. C'est-à-dire que la France s'appuie beaucoup sur le récit autour de la Révolution, de la République. C'est pour ça que dès qu'il y a quoi que ce soit en France, vous les voyez gréver, machin dans la rue et tout. C'est parce qu'en fait, c'est l'idéologie de la Révolution, de la République. C'est le récit national, en fait, français. Pareil, si vous êtes aux États-Unis, la réussite individuelle, le rêve américain, qu'on voit dans toutes nos vidéos, c'est-à-dire que ce sont des capitalistes convaincus, on va y arriver. Ça s'inscrit totalement dans la société américaine. Le récit national camerounais est très particulier parce que ce n'est pas un récit basé sur la liberté. Non, c'est un récit basé sur le fait d'endurer. Le récit national camerounais s'inscrit sur l'endurance et sur le fait que on va survivre malgré tout. Et ça, c'est très particulier parce que ce n'est pas un récit qui est commun à tous les peuples africains non plus. C'est un récit camerounais, c'est-à-dire que le Camerounais s'inscrit en se disant, quoi qu'il arrive, même si au plus profond de tout et de tout, je vais survivre. Je tape les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. D'ailleurs, vous allez souvent l'entendre, vous allez souvent le reconnaître, le côté où le Camerounais est fort, les Camerounais ont une certaine fierté. En fait, c'est une manière de glorifier le fait que le Camerounais est capable de tenir quand rien autour de lui ne tient. C'est-à-dire que s'il y a 10 000 coupures d'électricité, lui va réussir à créer son petit truc et avoir sa petite lampe incroyable. Et d'un coup, comme il aura sa petite lampe incroyable, ben en fait, on va oublier le fait qu'il y ait 3 coupures d'électricité et que finalement, c'est pas normal qu'il y ait 3 coupures d'électricité. Ce récit-là peut avoir 3 piliers concrets. Le premier point, c'est qu'on va identifier le mérite à la souffrance. Ce n'est pas la chance ou la réussite ou alors les études qui vont faire en sorte que tu mérites quelque chose. C'est que plus tu vas souffrir, plus en fait, fatalement, tu vas mériter cette chose-là. Ça se traduit d'ailleurs par les expressions populaires que vous retrouvez au Cameroun. C'est-à-dire que les gens vont vous dire on va faire comment, Dieu va s'en charger, on est ensemble. Ce sont des manières, en fait, de justifier une sorte de fatalisme national. Mais ce qui est génial, et c'est peut-être pour ça que beaucoup d'entre vous connaissez des artistes camerounais, des sportifs camerounais, parce que ça irrigue de partout, c'est qu'effectivement, dans une extrême, quand vous mettez des êtres humains dans une extrême résilience, ben en fait, ils vont trouver le moyen d'avoir des épiphanies incroyables. Ils vont trouver le moyen d'avoir toujours, et c'est ce que le Cameroun réussit toujours à faire, d'avoir des talents ou alors des réussites sublimes. Vous allez voir Ngannou, vous allez voir Manu Dibango, vous allez voir que énormément de jeunes étudiants camerounais sont surdiplômés. Vous allez voir que les Camerounais réussissent à aller gagner aux Jeux Olympiques. Et c'est génial, en fait. C'est-à-dire que comment est-ce que ce petit peuple d'Afrique l'a réussi comme ça, à certains moments, à dépasser tout le monde et à avoir des réussites extraordinaires. Qui se qualifie pour les demi-finales olympiques et qui élimine le Brésil grâce à un but du Soudanais, Les gens n'en revenaient pas, le monde entier n'en revenait pas. Vous voyez, c'est marrant parce que même Lapiro, quand il se balade dans ses meetings, dit oui, mon pays a gagné les JO parce que ça fait partie du récit national et qu'il n'y échappe pas. Je suis Camerounais d'origine et de nationalité. Mesdames et messieurs, le Cameroun, mon cher et beau pays, est médaillé d'or olympique de football à Sydney, où il a battu en finale le Brésil. Il n'échappe pas à ce récit qui est construit parce que justement, ça s'ancre totalement dans ce qu'est un récit national. La fameuse victoire d'ailleurs très célébrée du Cameroun aux Jeux Olympiques est le parfait exemple de ça. C'est-à-dire que tout le monde a été impressionné par ce qui s'est passé. Il y a un documentaire qui raconte ça et je me rappelle d'avoir vu ce documentaire quand j'étais très jeune et de l'avoir revu en 2012. Et quand j'étais très jeune, je trouvais ça génial et tout. Et en 2012, quand je l'ai revu, je me suis trouvé ce truc absolument scandaleux. J'ai trouvé ce truc honteux, mais d'une honte que j'ai jamais compris. Parce qu'à aucun moment de l'histoire, rien n'est logique. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas payés, ils sont mal entretenus, ils ne dorment pas, ils ne savent pas, ils n'ont pas de prime. Donc en fait, quand ils vont jouer, ils ne savent même pas si on va leur donner une prime ou on va pas leur donner une prime. C'est-à-dire que c'est un bordel total et c'est dans un espèce de bordel total qui rend l'histoire du coup passionnante parce que les gens vont se dire, mais à la dernière minute, même si on les a maltraités et tout, ils ont gagné. Et vous vous dites, oui, c'est génial pour un film. Mais le problème, c'est qu'à la fin du film, le résultat
ne change pas la trajectoire. C'est-à-dire que comme ils ont gagné en étant comme ça, en fait, la prochaine fois, on va pas s'améliorer. S'ils ont gagné en étant maltraités comme ça et en n'ayant rien, en fait, les prochains pourront gagner pareil. La réflexion ne va pas se faire dans le sens que vous pensez, c'est-à-dire que se dire que on va changer les infrastructures, on va leur donner, non, on va se dire que, en fait, si vous avez pu être capable de gagner avec ça, la prochaine fois, vous allez encore avoir moins et on va voir ce que vous allez faire. Là, certains vont se fâcher et vous dire que je mens. Mais en vérité, ce que je viens de vous photographier, mettez-le à l'échelle d'un pays et vous allez exactement comment fonctionne le système. Si on repart sur le sport, on avait par exemple Françoise Bango, qui était aussi une championne olympique et qui en fait se débrouillait quasiment toute seule pour aller gagner au 100 longueurs aux Jeux olympiques. C'est-à-dire qu'elle avait aucune infrastructure, pas de prime. Elle s'est plainte à plusieurs reprises de pas avoir de soutien, de pas pouvoir s'entraîner dans son pays. Alors que c'est une championne olympique. Et elle a fini effectivement par prendre la nationalité française. Quand elle a pris la nationalité française, il se trouve qu'elle a perdu. Et tout le monde au Cameroun s'est mis à se dire, regardez, c'était nos ancêtres qui lui donnaient la force, tout, c'est nous les Camerounais, notre sang qui... Vous voyez ce que je veux dire? Le récit national en mode, nous les héros, tu as quitté notre nationalité, tu as perdu. Mais personne ne s'est rendu compte que c'est les Camerounais qui avaient perdu. Non seulement on avait perdu une championne olympique, mais on avait aussi perdu un savoir. Une femme qui pouvait peut-être créer une structure pour pouvoir faire en sorte que d'autres jeunes filles qui s'intéressent peut-être pas au saut en longueur au Cameroun. Non, pourquoi? Ah non, ne nous dérange pas. En fait, le récit national a créé un peuple de héros passifs. Nous sommes tous des héros. Et vous prenez même, si vous regardez des émissions de journalistes camerounais qui analysent et tout, vous allez voir qu'en général, ils vont être peut-être vertement critiques avec les Sénégalais, les Ivoiriens par exemple, et que sur le récit camerounais, ils vont prendre leur distance. Pourquoi? Parce que nous sommes tous les Camerounais du monde, collés, associé à cet héroïsme national passif qui est en fait une structure de stagnation. Parce que tant que tu ne quittes pas ça, tu peux toujours tester et justifier à l'extrême la résilience d'un peuple. Ces épiphanies de réussite, au lieu de servir de tremplin, finissent petit à petit par devenir une sorte de prison. Parce que c'est ça que ça cache en vérité. C'est que c'est un peuple qui est capable de souffrir à l'extrême et qui, dans la moindre lueur, voit l'espoir. Maintenant que je vous ai expliqué, que je vous ai dit tout ça, vous êtes censé comprendre de façon assez logique, même si en vérité il y a deux autres points qui pour moi constituent le triptyque de la situation du Cameroun. Il y a deux autres points qui expliquent pourquoi un pays peut tourner aussi longtemps sur le même orbite. C'est-à-dire que le même schéma peut se reproduire pendant très longtemps, parce que finalement le système impose une manière de fonctionner douce, qui, dans un sens aussi, ravit bizarrement une partie de sa population. C'est-à-dire que vous êtes censé comprendre cette partie-là. Mais il y a encore deux autres points que peut-être que si vous aimez ces analyses politiques, je pourrais vous amener. Et donc du coup, Paul Biya a gagné pour son 8e mandat consécutif, vu que nous revenons sur notre relais de liberté. Son mandat présidentiel, il va être encore président si la vie le lui permet à 100 ans. Mais apparemment, d'après ce que j'ai pu lire sur Internet, sa sœur serait morte à 112 ans ou sa famille il serait des centenaires confirmés dans sa famille. Donc apparemment, les gens sont pas inquiets, il fera les 100 ans et puis peut-être les 125 ans. Tant qu'à faire. Ce qui est sûr, c'est que son opposant, qui s'appelle donc Issa Chiroma, revendique lui aussi la victoire. Officiellement, il a recueilli 37% des sondages, mais officieusement, en tout cas, selon ce que lui propose comme PV, il a largement battu Paul Biya. Il est le président actuel de la République du Cameroun. Ces nombreux messages sur les réseaux sociaux appellent les Camerounais à des marches pacifiques. Il demande la libération du peuple camerounais et il appelle à plusieurs reprises, encore une fois ce mot qui revient, à la liberté. Et notre victoire, personne ne pourra nous la voler. Vive le Cameroun libre. Et c'est intéressant parce que c'est à ce moment précis que nous réapparaît dans notre relais la figure de Lapiro de Banga, parce que c'était notre dernier plus ou moins libérateur, même s'il s'en est allé, et que justement en 2008, comme on l'a vu, c'était lui qui s'était érigé contre la réforme qui a permis à Paul Biya de se représenter à plusieurs reprises. Il en a perdu de sa liberté et de sa vie. À ce moment précis, comme on l'a vu, le principal opposant récent de Paul Biya, qui s'appelle donc Maurice Kamto, était son ministre délégué, n'a pas trop parlé et finalement s'est échappé du gouvernement en 2011. Mais il y a eu un autre plot twist
dans les affaires gouvernementales qui est hyper intéressant sur ce que nous vivons actuellement. Pourquoi? Parce qu'au moment où Paul Biya décide de se représenter, les partis d'opposition, comme je vous l'ai dit, se déchirent au Cameroun. Et dans un des partis d'opposition, il y a un monsieur qui s'appelle donc Issa Chiroma. Oui. Qui décide que lui, en fait, il trouve tout à fait logique que Paul Biya puisse se représenter à vie et que le peuple souverain devrait décider à chaque fois de qui il veut voir au pouvoir. Il va directement s'opposer donc à Lapiro de Banga et mieux encore, c'est grâce à ce move en 2008 que lui va devenir ministre de la communication et porte-parole du gouvernement. Il va faire partie des personnes qui vont emprisonner Lapiro pour la raison pour laquelle il est lui-même piégé aujourd'hui. Le président de la République, M. Paul Biya, est comme le soleil. Vous savez, le soleil, quand il se lève, il ne se lève pas seulement pour ceux qui adorent Dieu, mais il se lève aussi pour ceux qui contestent même l'existence de Dieu. Le président Biya, c'est aussi comme ça. Il nous aime tous, mais il aime aussi ses fils qui sont dans le SINC. Et là, certains vont vous dire, oui, mais qu'est-ce que je veux dire par là? On a le droit de changer d'avis. Ah, mais moi, je suis totalement d'accord sur le fait de changer d'avis. Il n'y a que les imbéciles qui ne le font pas. En revanche, c'est toujours le twist de ce que c'est que la liberté. C'est-à-dire que, à ce moment précis, quand je vois Issa Chiroma s'exprimer, demander d'ailleurs aux jeunes d'aller dans la rue, j'ai une gêne. J'ai pas une gêne parce que je ne veux pas que les gens aillent dans la rue parce que c'est l'inverse. Je respecte le fait que des jeunes Camerounais prennent de leur temps et décident d'eux-mêmes de sortir et d'aller dans la rue. J'ai plus de mal à comprendre que ce soit cet homme-là qui leur demande d'aller dans la rue, pas parce que je ne comprends pas le message de fond, mais parce qu'en fait, il a quitté le gouvernement il y a 5 mois. C'est-à-dire que c'est pas un changement. Il a pas changé d'avis il y a 10 ans. Il a passé 15 ans à être porte-parole d'exactement ce qu'il détruit depuis 5 mois. Et d'ailleurs, je trouve très intéressant que dans ses messages, on le retrouve ça. Dans ses messages, il dit à chaque fois, ce régime devenu sanguinaire, et il précise ça à chaque fois. Pourquoi il précise devenu? C'est parce qu'effectivement, il veut se déresponsabiliser de ce que lui-même a défendu encore, vu qu'il prend sa démission, qu'en juin 2025. C'est-à-dire qu'en juin 2025, c'était il y a 4 mois, c'était pas il y a une éternité. Paul Biya n'est pas passé d'ange à démon en 4 mois, surtout que lui, encore une fois, était le porte-parole et le ministre de la communication de ce que lui-même aujourd'hui rebute. Aucun parti politique. Un exemple. Lorsque un parti politique, un candidat de l'opposition organise un meeting, ce meeting est organisé parce que le candidat à la présidence de la République est présent. S'agissant du RDPC, vous avez tous les jours 360 meetings de grandeur et de qualité variable. Donc c'est pour cette raison que je dis, ne vous trompez pas, ne confondez pas. Aucun parti politique aujourd'hui de l'opposition n'a l'envergure du RDPC. Et de ce fait, il y a des endroits où ils n'ont jamais été. Et pour n'y avoir jamais été, les électeurs ne peuvent que élire le parti qu'ils connaissent, le président d'un parti qu'ils connaissent. C'est très simple, c'est élémentaire. N'accusez donc pas l'ECAM. L'ECAM a la responsabilité d'organiser des élections libres, équitables. Et bon Dieu, c'est... Attention, je ne peux pas ici médire, prédire, supputer de l'amour ou de la sincérité du combat d'Issa Chiroma. C'est pas le but. Le but ici, c'est bien, comme nous suivons la mélodie de la liberté, de voir comment elle peut être exploitée, changée, cassée, structurée et devenir tellement floue qu'à un moment donné, l'attraper devient un vrai parcours du combattant. Parce que là, tout de suite, on a, comme vous l'avez pu le voir, Issa Chiroma à la télévision en 2018, moment très important, qui dit qu'il n'y a absolument eu aucun trucage lors de ces élections au Cameroun. En 2018, Paul Biya affrontait Maurice Kamto, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et Maurice Kamto perd face à Paul Biya, sauf qu'il se déclare vainqueur parce qu'il estime que la victoire lui a été volée. Ça va, une fois encore, faire énormément de manifestations dans les rues au Cameroun, et même fait très important aussi en France. Dans de nombreux pays européens, les Camerounais vont aller dans les ambassades, ils vont se battre, d'ailleurs ils vont être pour la plupart d'entre eux tabassés. L'officiel camerounais qui a défendu vertement, effectivement, la victoire de Paul Biya était Issa Chiroma, qui a utilisé des argumentaires très précis.
le premier argumentaire, qui est d'ailleurs un argumentaire politique pas stupide, ça va vous surprendre, mais j'ai jamais trouvé que c'était argumentaire politique était stupide, c'est l'argumentaire de l'ancrage électoral. Il avait dit, et en plus, c'est un argumentaire que j'ai souvent ressorti dans mes analyses politiques, rappelé sur Kamala Harris et sur, par exemple, Éric Zemmour. Éric Zemmour avait été rattaché à la présidentielle parce que c'était quelqu'un de très parisien, identifié en tant qu'écrivain, blablabla, et que finalement, il n'était pas connu dans les bastions même de la France profonde. On savait pas qui c'était. Il n'avait pas une marque politique très forte. Et souvent, ce genre de détails qui peuvent paraître totalement illusoires, en fait, dans une élection, ça compte. Surtout quand tu as très peu de temps de préparation. Le fait d'avoir un bastion électoral très fort, en fait, ça t'assure, en fait, d'avoir un minimum de voix, même quand tu es détesté par une grosse partie de la population. Ça, c'est ce qu'on avait vu avec Kamala Harris. Vous vous rappelez, elle n'avait pas eu beaucoup de temps et tout. Et alors, cet argumentaire avait été ressorti par Issa Chiroma qui disait, en fait, le parti au pouvoir, le RDPC, peut faire 100 meetings au Cameroun tous les jours. Donc, du coup, comment vous pouvez le comparer à des petits partis? Il parlait du parti de Maurice Kamto. J'en appelle au peuple camerounais à rester mobilisé et à une résistance déterminée à la forfaiture. Vous savez, quand vous avez affaire à des illuminés, quand vous avez affaire à des gens mus par la boulimie du pouvoir, parce que vous savez, lorsque le pouvoir fascine, il se met au travers du génie et de l'intelligence, ce qui fait que c'est l'émotion et la passion qui agissent. Suite à ça, Maurice Kamto, qui avait appelé à faire des marches pacifiques et à faire des journées mortes, va lui aussi être arrêté. Et jusqu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a encore des militants de son parti qui sont emprisonnés suite à cette élection-là. Pourquoi c'est important? C'est important parce que aujourd'hui, 7 ans après, Issa s'est retrouvé dans ces situations-là avec, et là c'est même incroyable, on dirait un film, avec plusieurs officiels camerounais qui lui ressortent exactement les mêmes argumentaires. C'est-à-dire qu'il avait dit que Maurice était hors la loi. En fait, on lui dit exactement le même mot. C'est-à-dire qu'on dirait même que c'est des éléments de langage qui ont été repris. Il est hors la loi. Monsieur Chiroma n'est pas la loi. Monsieur Chiroma n'est pas au-dessus de la Constitution, ni au-dessus de la loi. Et il n'était pas le seul candidat. Il y avait 12 candidats. Pourquoi c'est monsieur Chiroma tout seul qui se comporte ainsi hors la loi? Après l'élection présidentielle de 2018, il traite l'opposant Maurice Kamto, qui revendique la victoire de hors-la-loi. Par cette proclamation avant les résultats officiels, M. Kamto est manifestement hors la loi, déclare alors Issa Chiroma, avant d'ajouter « Quiconque se met en travers des institutions rencontrera la rigueur de la loi ». Au Cameroun, les élections sont faites de façon totalement limpide, totalement claire. On n'a pas besoin d'audits internationaux. Et en fait, si tu contredis notre audit, tu es hors la loi, donc du coup, potentiellement arrêté. D'ailleurs, j'ai revu que l'avocate Alice Com disait déjà avec regret qu'elle pensait que lui aussi serait arrêté. Le Cameroun ne devrait pas être une terre d'affrontement permanent entre le pouvoir et le peuple après chaque élection présidentielle. La démocratie ne s'accommode pas des coups de canon, des menaces, des arrestations arbitraires et des intimidations des citoyens qui ont une pensée contraire. On n'organise pas une élection pour tuer les citoyens. Et là, je le sens, vous avez envie de convoquer le peuple camerounais. Et même des fois, je vois la diaspora dire, mais en fait, vraiment, pourquoi ils ne se battent pas plus, vraiment. Et même si vous êtes extérieur, vous vous dites, mais les mangeurs de ndolé là, allez-y, sortez. Et c'est plus compliqué que ça. Déjà, alors, vraiment, il faut qu'on soit très clair. Issa Chiroma vous a expliqué, de ses propres mots, pourquoi est-ce que, c'est une analyse politique qui peut se tenir, Paul Biya pouvait gagner les élections sans qu'on ne fasse quoi que ce soit. C'est-à-dire que lui-même vous l'a dit, voilà comment ça se passe. Nous avons des bastions, nous faisons 300 meetings par jour. Aucun candidat, en fait, finalement, ne peut nous battre, vu que eux, ils ont besoin de leur candidat, alors que nous, on irrigue le Cameroun, finalement, avec notre message. C'est lui qui vous l'a dit. C'est une position qui, en fait, en vrai, pourrait s'expliquer politiquement. De sa bouche. Bien 2025. Merci de me donner cette opportunité. Je voudrais d'abord dire que nous sommes dans un État laïque. Mais les Camerounais sont religieux. Ils sont croyants. L'immense majorité, musulmans, chrétiens et autres. Et dans ces deux grandes et belles religions, il est dit que le pouvoir est divin.
et le pouvoir appartient à Dieu. Et que Dieu donne le pouvoir. Le pouvoir vient de Dieu et que Dieu donne le pouvoir à qui il veut. C'est Dieu qui a donné le pouvoir à Biya, conformément à notre foi, à notre religion. Et le peuple camerounais ne fait que plébisciter. Dieu lui donne bonne santé, longue vie, mais vraiment longue vie. Vous savez que le FSNC s'est engagé aux côtés du président Biya tout au long de sa carrière, jusqu'à la fin de sa carrière. J'ai dit aujourd'hui, nous souhaitons donc que cette carrière-là, que Dieu lui donne bonne santé, n'est-ce pas? Et puis longue vie. Maintenant, si on prend sa version de 2025 et qu'on estime que le Cameroun est un pays démocratique et qu'effectivement il a le droit de contester les résultats et de dire que oui, en fait, il a gagné en 2025 selon ses propres PV et qu'on continue sur cette ligne-là en se disant qu'effectivement, comme il a gagné, il y a une rébellion du peuple camerounais dans les rues. Ce qui est intéressant avec la révolte des peuples en général, c'est que c'est très différent une révolte, comment dire ça, presque organique, qui se fait parce qu'il y a un événement, une brutalité, ou alors comme ça a été le cas récemment au Népal, ils ont fermé les réseaux sociaux, la génération très jeune est sortie et tout. En fait, c'est très différent ce genre de révolte face à des révoltes électorales. Pourquoi? Parce que la révolte électorale a un truc très simple. Elle a un calendrier. C'est-à-dire que le calendrier, c'est que en fait, vous allez avoir les élections, vous allez avoir les résultats, le jour des résultats, en fait, je peux évaluer, première chose, que vous allez vous rebeller. Deuxième chose, c'est que en fait, au bout d'une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois dans le cas du Cameroun, en fait, les gens ont une mémoire. Donc les gens aussi savent que les rébellions, ça se passe comme ci, comme cela, et ils peuvent même vous dire que la dernière fois, c'est Issa qui était d'accord qu'on enferme les gars du... Troisième chose, c'est que le temps, c'est de l'argent. Et justement, dans les révoltes ou alors les manifestations post-électorales, c'est qu'on peut les planifier. C'est-à-dire qu'on peut savoir que si bien évidemment tu ne te sens pas légitime, dans le cadre de ce que Issa Chiromo a dit, c'est bien cette action-là qu'on a pris, en fait, la personne d'en face peut se dire, je sais que je ne suis pas légitime, donc il y aura quelque chose, ou alors même si je suis légitime, il y aura quelque chose, et du coup je peux prévoir comment cette chose va se passer, vu que j'ai le calendrier de comment cette chose va se passer. Et par exemple, donc du coup, dans le cas du Cameroun, on pourrait voir qu'il y a souvent un délai de 2 semaines ou 3 semaines avant les résultats. Les résultats sont proclamés, il y a quelques révoltes, et ensuite même, parfois, l'investiture va se faire 1 ou 2 mois après. Et vous pourriez vous dire, oui, ça veut dire que il faut tenir, les Camerounais doivent sortir et tenir. C'est peut-être dans un sens parce que les infrastructures au Cameroun ne sont pas en place et ne pourraient pas faire en sorte que les résultats soient dévoilés très vite. Et c'est peut-être aussi parce que l'administration est souvent un peu lente. Mais dans le cas où ça ne serait pas ça et que ce serait juste calé sur le calendrier de la révolte, ce serait du grand Machiavel. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens au Cameroun vivent au jour le jour, la majeure partie des gens. C'est le business informel, c'est le business de la débrouillardise, les gens qui vont pousser, qui vont vendre leurs goyaves, qui vont vendre dans les marchés. Tous ces gens-là vivent au jour le jour. C'est-à-dire que c'est la recette du jour qui va te permettre de vivre. Et si tu sacrifies 1 jour, 2 jours, 3, 4 jours de manifestation, 5, 6 jours, 7, en fait, ça compte. Et plus le temps va passer, plus la question légitime qui va revenir dans ta vie chaque jour, sachant qu'il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de SMIC et tout, il n'y a pas de RSA, c'est tout simplement le prix monétaire de la rébellion. C'est-à-dire qu'à ce moment précis, tu es obligé de te poser cette question de savoir qu'est-ce que ça me coûte. C'est aussi pour ça d'ailleurs que même quand il y a des villes mortes ou alors des casses, progressivement, on observe au Cameroun, et d'ailleurs ça se voit sur les réseaux sociaux, une opposition de la société. C'est-à-dire que des gens vont dire non, arrêtez de casser, arrêtez de manifester. Pourquoi? Pas forcément parce qu'ils soutiennent un quelconque pouvoir en place. La plupart d'entre eux même ont peut-être perdu espoir dans le pouvoir politique, et c'est justement ça. Sauf que la vie est tellement dure, c'est tellement compliqué pour eux qu'ils sont en train de te dire, si vous cassez les petits acquis qu'on a déjà, en fait, comment je vais faire, en fait? Comment on va faire? Et c'est sous le prisme de cette chaîne distordue que parfois on a effectivement des manifestations qui commencent au Cameroun et qui finissent par très rapidement se tasser. Et d'ailleurs, j'ai vu sur Facebook plusieurs militaires qui commençaient à dire ça à la population. Ils leur disaient, mais pourquoi est-ce que vous laissez les enfants sortir? C'est le problème des politiques là-bas. Faut protéger vos quartiers. Parce que finalement, vous n'avez que ça. Vous pillez vos propres biens, les biens qui vous facilitent la vie. Vous pillez vos boutiques. Et les parents qui sont là ne font rien. C'est ça qui m'énerve. Tenez bien vos enfants. J'en ai déjà envoyé 1000. Je dis bien. C'est parce que j'aime ce quartier que je viens d'avoir parlé. Restez calme dans vos quartiers. On ne vous connaît pas, oh là. Je vous dis, on ne vous connaît. On vous sait à quoi.
Cet état de fait étant d'autant plus criard que les deux camps ayant été du même camp à une certaine époque, si c'est vraiment prémédité, le temps, c'est de l'argent, et donc le temps, c'est une arme silencieuse, mais une arme quand même. C'est-à-dire que pour une personne qui doit travailler le matin pour être sûr de manger le soir, en fait, la manifestation a un coût. La liberté, si c'est ça qu'il cherche, a un coût. Et plus les jours passent, plus ce coût peut être cher et il peut ne pas pouvoir, justement, se permettre de manifester éternellement. Et c'est d'ailleurs là qu'en analysant les discours de chacun, on voit que Issa Chiroma se préserve d'attaquer la figure du président de la République. Il attaque le Conseil constitutionnel, le régime, voilà. Mais très rarement son adversaire principal qui est pourtant le président actuel. Et de l'autre côté, je suis tombé sur plusieurs tweets d'officiels camerounais qui en fait se sont complètement lâchés. C'est-à-dire que mon cher Issa Chiroma, mon camarade de Douala, camarade ça veut dire qu'ils étaient à l'école ensemble. Donc en fait la relation date. Vu que Issa Chiroma a 79 ans, j'imagine que c'est pas un jeune qui lui parle quand il lui dit que mon camarade de Douala, ça suffit. Et en fait, dans le langage qui s'utilise, justement, les officiels camerounais, on voit une proximité, c'est-à-dire une légèreté qui n'a rien à voir avec la gravité de l'histoire qui est en train de se tramer. Et donc, du coup, ça peut donner l'impression bizarre, gênante, d'une sorte de révolution de palais, de règlement de comptes publics, où finalement le sang du peuple camerounais devient l'arbitre. Vous connaissez tous la série House of Cards, je pense que vous connaissez tous Franck. Et en fait, le Cameroun est un pays de réal politique incroyable, vraiment, qui est souvent analysé sous le prisme de l'émotion. Et c'est pour ça que les gens passent à côté. Mais en vérité, c'est un pays qui ressemble, si vous le remettez en tête, en termes de politique, à House of Cards. Vraiment. Et l'opposant principal, Maurice Kamto, n'ayant pas pu se représenter parce qu'il a été évincé de l'élection sous prétexte, ce sont là la commission électorale camerounaise, que son parti avait présenté 2 candidats. En tout cas, il n'a pas pu se présenter. A fait un post où il dit, récemment, c'était le 20 octobre, quand on a navigué pendant longtemps dans des eaux que l'on connaît bien et développé une habileté à faire face à des flots, on en vient à oublier les dangers de la mer lorsqu'on s'aventure vers des eaux inconnues. Et la fureur des tempêtes balance sur le rivage les débris de notre navire désassemblé. Vous avez compris de quoi ça parle? En fait, son poste, c'est une petite pique fine à Issa Chiroma, parce qu'en gros, il lui dit, quand tu as été longtemps dans les eaux avec les gens, tu crois que quand tu vas sortir de là, tu vas savoir nager dans la mer. Sauf qu'ils vont te rappeler finalement que c'est beaucoup plus dur que ça et ils vont briser ton navire. En vérité, le poste de Maurice Kamto, selon moi, que vous pouvez aller relire, est déjà sous le prisme de l'avenir. Il se pense déjà à ce qui va se passer après. Parce que je pense qu'il a compris que le système va se reproduire. Et le dernier point qui façonne toujours le système est un point incroyablement démocratique. C'est-à-dire que, vous voyez, la démocratie, c'est un contrat sociopolitique, c'est-à-dire que c'est le fait de se dire que je vais reconnaître, même si je perds, on s'entend sur le fait de se dire que on va reconnaître les résultats proclamés dans un pays super important, souverain. Rappelez-vous par exemple que Trump aux États-Unis, en fait, il n'était pas content à la suite des résultats en 2020, il a protesté, voilà, le Capitole et tout, mais la commission électorale américaine a décidé qu'il avait perdu. Et il a perdu, il a fait tout ce qu'il a voulu et tout, mais il a perdu. Il n'avait pas gagné. On peut parler par exemple en France, rappelez Mélenchon, lors des élections présidentielles françaises, justement, il était pas content, il était sûr qu'il était au 2e tour, il disait qu'il avait 20%, ça a duré, je crois, 24 heures où ils étaient pas contents et tout. Et au final, il a fini par reconnaître que, voilà, il n'était pas au 2e tour. Je crois même que ça a duré un peu plus de temps, mais il a fini par reconnaître à la fin qu'il était pas au 2e tour. Mais la question que je veux vous poser, c'est de savoir, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il reconnaisse? C'est le fait qu'il se soit dit finalement, tout le monde a reconnu, je suis obligé de reconnaître. Mais il aurait aussi très bien pu se dire, en fait non, je reconnais pas. Je pense que non, je suis au 2e tour, c'est une élection truquée. Marine Le Pen et d'autres auraient aussi très bien pu se dire ça. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, ce truc-là, c'est la division du contrat social qui se reproduit à chaque fois dans les élections camerounaises. Je dis bien à chaque fois. Pourquoi? Parce que là, tout de suite, Issa Chiroma dit qu'il a gagné les élections. Qu'il est le président élu. La problématique, c'est que il n'y a pas que 2 partis au Cameroun. Il y en a une dizaine et qui se sont tous présentés aux élections présidentielles. Et plusieurs des autres partis, j'en ai comptabilisé 7, ont félicité Paul Biya. Et donc, du coup,
Si vous comprenez ce que ça veut dire que c'est le twist de la double opposition. De la même façon que Issa Chiroma est en train de dire que lui, il est président, le fait que les autres partis qui ont participé au contrat social de l'élection présidentielle disent à Paul Biya, et vous pouvez penser plein de choses, que c'est des partis factices à la botte du pouvoir, mais c'est des partis inscrits électoralement. C'est des partis démocrates. Mais en fait, le fait qu'ils lui disent, en fait, on reconnaît que tu as gagné. Et il n'était pas le seul candidat. Il y avait 12 candidats. Pourquoi c'est M. Chiroma tout seul qui se comporte ainsi hors la loi? C'est le dernier courroux parce que c'est une contestation subtile, mais aussi tout à fait ferme, au résultat d'Issa Chiroma. Et dans un contexte pareil, en vérité, la seule unité qui va prévoir dans un pays, c'est pour ça que je vous ai dit au début souverain, c'est la commission électorale camerounaise, qui encore, selon elle, a reconnu que Paul Biya était vainqueur. C'est-à-dire qu'aussi bizarre que ce soit, la division de l'opposition camerounaise, qui est pas simplement factice, il y a aussi des tactiques, certains se disent que, des calculs, enfin, il y a plein de choses qui vont faire en sorte qu'ils soient pas unis sur le fait de dire que l'élection n'est pas valide. En fait, comme ils seront pas unis, en fait, ce sera le dernier courroux pour confirmer le pouvoir. C'est House of Cards. Vous pensez plutôt passer la main et considérer que une retraite peut-être serait bien méritée? Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui? Je vous remercie. Je commencerai par dire que ne dure pas au pouvoir qui veut, mais dure qui peut. Le travail pour nous. Même si tu travailles, tu veux revendiquer, on te porte en ferme. Vous allez partir, moi je n'ai pas peur de mourir dans ma vie. On va tous venir me tuer. On va tous venir me tuer là-bas. Du coup, dans cette vidéo, je pense m'être un peu ouvert à vous parce que je vous ai partagé l'état, les souffrances légitimes, les injustices, les blessures, les douleurs écrasées, parfois vives, de mon analyse de ce qui se passe dans la société camerounaise. Et récemment, sur les réseaux sociaux, j'ai vu pas mal de messages, certains se moquaient un peu du Cameroun, ce qui n'est pas de mauvaise guerre, parce que les Camerounais sont de grands gueulards. J'ai aussi vu certains Camerounais qui estimaient être honteux, comment on a pu en arriver là. J'ai honte d'être Camerounais. Et c'est vrai que nous sommes dans une ère noire. Et ça peut être parfois extrêmement difficile déjà pour le monde de voir le Cameroun, mais pour nous encore plus Camerounais et d'origine camerounaise, de faire face quand vous avez été structuré dans la résilience, la peur de la vulnérabilité. Ça peut être difficile de se regarder en face et de voir des manquements, surtout dans une situation dans laquelle tu peux te sentir fortement impuissant. On peut même parfois avoir envie de détourner le regard. Et effectivement, aujourd'hui, je vis une vie plutôt normale en France. On pourrait se dire que c'est plutôt facile pour moi de l'exprimer, de dire ce que je dis, ou alors c'est plutôt lâche d'ailleurs, dans un sens aussi. Mais j'ai grandi au Cameroun. J'ai eu 2 parents camerounais, de 2 ethnies différentes d'ailleurs. Et aujourd'hui, on voudrait nous résumer à un pays ethnophobe, ce qui n'est absolument pas le cas. Là encore, c'est des résidus de la France-Afrique, de la colonisation, mais c'est pour un autre débat. Mais toujours est-il que très jeune, j'ai une mère... 2 parents qui n'avaient pas forcément la même situation financière, et je m'en suis rendu compte très jeune. Et il se trouve que quand j'étais petit, j'ai su lire très jeune. Partout où on passait, je lisais de façon naturelle, en fait, c'est-à-dire que je lisais tout ce que je voyais. Et en fait, à chaque fois que je me rendais quelque part, nous on n'avait pas grand-chose, mais les boutiquiers, les taximens étaient impressionnés par le fait que le petit truc là, la petite figurine là, dès que je lisais quelque chose. Et non seulement ça ravissait ma maman, mais à chaque fois je m'étais rendu compte qu'on gagnait des trucs, c'est-à-dire que on payait pas le taxi, des fois on nous offrait des trucs à la boulangerie, et ma tendre maman était heureuse. Parfois j'avais l'impression que ça la soulageait un peu. En tout cas, dans son regard, je vois une telle fierté, parce que nous n'avions que l'amour, et ces personnes qui nous aidaient, qui me donnaient des petits trucs des fois, juste parce que ils m'avaient vu lire, n'étaient pas des personnes riches, c'était des boutiquiers, des taxis, c'était des gens tout à fait normaux qui, juste parce qu'ils avaient vu un petit garçon lire, ils lui disaient bon vas-y continue, sois encore plus fort et tout. Et je n'ai jamais oublié ça, ma tendre maman. Et c'est pour ça que je suis d'autant plus choqué de voir tous ces jeunes qui meurent dans les rues au Cameroun au prix d'une liberté qu'on a parfois nous-mêmes tant de mal à apprivoiser. Nous n'avons pas mérité ça et nous avons tant accepté justement parfois pour que ça n'arrive pas. Parce qu'au-delà de tout ça, au-delà de tout ce qui nous divise, ce qui nous réunit le plus en tant que Camerounais, c'est la passion d'être nous, l'envie d'être nous, l'ivresse d'être nous. Vous le voyez, il y a tellement de talents fabuleux partout dans le Cameroun et qui se revendiquent de
l'être. Dans le sport, vous avez les Cédric Doumbé, les Ganou Gueulard, les Samuel Eto'o. Dans la littérature, les Léonard Minao. Dans la musique, enfin, les Taiki, les Maloudi. Donc, enfin, il y a tellement à tous les niveaux. Et même sur YouTube, vous allez retrouver Crazy Sally, Yannis. Et le truc encore plus fort, c'est que très souvent, c'est des enfants qui ont pas grandi au Cameroun. C'est des parents qui sont allés ailleurs et qui, malgré tout, ont porté cette espèce de petit feu sacré, l'ont transmis à leurs enfants et c'est encore plus fort, encore plus beau. Et c'est pour ça que cette vidéo, c'est moi qui tiens le relais de la liberté à moi et je l'envoie à quelqu'un d'autre qui peut-être en fera un meilleur usage. J'envoie mon soutien à tous les jeunes Camerounais qui manifestent pacifiquement dans les rues pour leur désir d'autre chose, au-delà de toute considération partisane. Parce que si le Cameroun est une démocratie, il est dit qu'il est une démocratie. Le président de la République d'ailleurs déclare en 2017 à propos de la jeunesse camerounaise: chacun de vous est une étoile dans notre ciel, c'est vous qui illuminez le Cameroun. Vous êtes les valeurs positives d'un Cameroun rayonnant et conquérant. Si ce propos est vrai, alors aucun militaire camerounais n'a le droit de tirer sur les étoiles de son propre ciel. J'envoie aussi mon soutien à tous les parents, toutes les mères qui vont préférer baisser la tête que d'enterrer leurs enfants. Et aujourd'hui, on peut se moquer de la situation du Cameroun et ces situations complètement ubuesques qui peuvent parfois effectivement sembler illusoires par rapport aux grandes gueules que sont de nombreux Camerounais. Mais je garde espoir. Je crois toujours que le peuple camerounais a une capacité incroyable à tenir, qu'il nous montre chaque jour, à se renouveler, à se réinventer, y compris dans son histoire coloniale extrêmement difficile, et qu'au firmament de sa propre douleur, il s'est témoigné d'un amour et d'une fidélité absolument incroyable à un pays qui sans doute ne l'a jamais aimé assez. Nous ne méritions pas ça. Et ça, c'est sans aucun doute la marque d'un grand peuple. On ne peut pas tuer la liberté. On peut parfois effectivement lui donner plusieurs formes et faire en sorte que, parfois, comme dans cette vidéo, elle puisse devenir difficile à comprendre ou à attraper. Mais in fine, surtout pour un peuple qui a appris à se construire dans la douleur, elle finira toujours par réapparaître et très souvent au moment où on ne s'y attend pas. Si t'es pour ça, oui, mais pour m'y tomber. Bien avant tout, mais t'es mon âme. Bien la bongo, ouais, qu'elle est pas de manéa. Longue, elle est ni quand, ou elle n'y t'est, il va m'en gagner. Pour les bébés sont même qui a tout gagné. Par la loi, on a t'es pas en l'air. Mais qui m'a balayé. Maman, il y a un souffle! Maman, il y a un souffle!